Bonjour à tous, merci d'être venus sur cette conférence qui s'intitule effectivement Interopérabilité des bâtiments enfin smart. Je me présente, Pierre-Damien Berger, je suis du pôle de compétitivité Minalogic. Minalogic est donc basé en région Auvergne-Rhône-Alpes. On accompagne nos adhérents, 470 adhérents aujourd'hui, sur leur transformation digitale. Et on intervient évidemment au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais à l'échelle française et à l'échelle européenne, puisqu'on a des réseaux de partenaires qui sont des clusters dits digitaux également, un peu partout en Europe. Et on a ce rôle-là de fédérer, d'aider à innover et d'aider à faire de la croissance au sein des entreprises, donc du business. Voilà. Minalogic donc est, j'allais dire, animateur de cette table ronde, mais la connaissance et les informations vont venir effectivement des trois panélistes que vous avez devant vous. Donc je présente effectivement Thomas Gauthier de Altior, Frédéric Motta de WiredScore et Francis Veil de Gectronics. Pardon. La thématique donc des bâtiments enfin smart, effectivement, cette thématique, elle est évidemment fortement liée à tout ce qui est IoT. On entend parler depuis plusieurs années de capteurs, de réseaux de capteurs. Donc vous allez voir aussi d'autres spécificités qui sont représentées aujourd'hui. Et effectivement, où est-ce que s'arrête, où est-ce que commence le mot smart? C'est ce qu'on va essayer en tout cas de définir ou en tout cas de discuter lors de cette table ronde. Donc pour commencer, je vais demander à Thomas de commencer de se présenter en 1 minute pour placer un petit peu le contexte de la société. Et je demanderai exactement la même chose à Frédéric, puis à Francis. Très bien, merci. Donc Thomas Gauthier, je suis un des associés du groupe Altior et cofondateur d'une société du groupe qui s'appelle Nodon et qui est spécialisée dans le matériel connecté pour le smart home, smart building et smart office. Donc voilà, notre métier, nous, c'est vraiment de fabriquer du matériel pour équiper les bâtiments et voilà, piloter des éclairages, des chauffages, des volets roulants, remonter de la donnée au niveau du bâtiment. Et donc voilà, le sujet d'interopérabilité est très important pour nous parce qu'il faut que nos capteurs et nos actionneurs puissent communiquer avec les infrastructures du bâtiment et remonter de la donnée de façon la plus simple pour les utilisateurs de ce bâtiment. Merci. Frédéric Motta. Donc Frédéric Motta, moi je dirige l'activité de WiredScore en France. Que fait WiredScore, qui est une société américaine à la base? C'est de d'éditer et de délivrer un label qui permet aux décideurs immobiliers, donc les promoteurs, les propriétaires, d'évaluer, d'améliorer et de promouvoir la qualité numérique de leurs actifs. Et je pense que je serai amené à en reparler. Tout à fait. Allez, Francis. Bonsoir. Donc moi j'ai en charge du marketing pour le groupe Gectronics et de la stratégie des offres. Donc Gectronics, c'est une entreprise qui a été créée précisément il y a 132 ans à Amsterdam. On a fait énormément d'acquisitions dans notre histoire et pour les plus jeunes d'entre vous, dont je fais évidemment partie, on a racheté des boîtes il y a très longtemps qui s'appelaient Wang, Olivetti et j'en passe. Il y a 5 ans, on a racheté tous les actifs data center cloud d'un opérateur télécom qui s'appelle Colt. Donc on a une vingtaine de data centers en Europe. Et donc aujourd'hui, c'est à peu près 4000 personnes dans 23 pays. Et on a, on va dire, un métier historique par rapport au sujet du jour qui est lié à ce qu'on appelle le workplace. Donc là, tout le cycle de vie du poste de travail. On maintient plusieurs millions de devices dans le monde. Quand vous achetez par exemple une machine chez Dell, vous avez une chance sur 2, voire un petit peu plus, qu'en vérité la garantie, la maintenance soit faite par nous. Donc on a ce savoir-faire en termes de gestion de grands volumes de devices et qui nous a amené très naturellement vers ce métier du smart space, smart building, parce que finalement c'est le même métier, c'est du device management quelque part, avec de la data, on y reviendra j'imagine, etc. Okay. Voilà. Pour commencer, on a vu qu'effectivement, il y a des personnes qui sont fournisseurs de matériel, gestionnaires de matériel. Peut-être ce qui est un peu plus original, j'allais dire, c'est le côté labellisation. Donc, Thomas, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce... Alors, c'est moi la labellisation. Pardon, Frédéric. C'est Frédéric. Oui, effectivement, c'est un peu plus exotique. Alors pourquoi on crée un label sur la qualité numérique des actifs? Alors, pour la petite histoire, WiredScore a 8 ans, a eu l'occasion de labelliser à peu près 3000-3500 immeubles dans le monde.
au départ sur un sujet très simple qui est celui de la connectivité numérique, donc qui répond à une question très simple. Tous les locataires de tous les immeubles de bureaux dans le monde ont besoin de connectivité pour leur travail et ont des difficultés à comprendre dans quelles conditions ils vont se retrouver en matière de connectivité au moment de s'installer dans des bureaux. Et donc, d'où ce besoin d'un signe de reconnaissance pour identifier les immeubles les mieux dotés en matière de connectivité numérique. Donc, faciliter à accéder au réseau dont on a besoin. Et puis, plus récemment, donc on s'est étendu sur ce domaine du smart building, surtout pour répondre à des attentes croissantes de nos clients, en fait, qui nous posaient 3 questions. Et donc, d'où pertinence du label. Et les questions qu'ils nous posaient, c'est en fait le smart building. J'aime bien l'intitulé de la conférence, c'est des bâtiments enfin smart. En fait, ça fait déjà quelques temps qu'on leur promet des bâtiments smart, des bâtiments qui sont plus intelligents que les autres, ou plus intelligents qu'avant. Mais finalement, ils ne savent pas trop dire ce que c'est un bâtiment smart. Il y a un problème de définition qui n'est pas partagé sur le marché. C'est à ça première question à laquelle on cherche à répondre à travers un label, c'est de donner les mêmes clés de compréhension à des gens qui sont amenés à en fait, s'échanger des actifs immobiliers sur un marché pour comprendre qui est mieux doté qu'un autre en matière de qualité numérique. La deuxième question qu'ils avaient, c'est très bien, j'ai compris que le smart, ça a l'air d'être pour moi, pour mon actif. Je pense que ça va me permettre de faire plein de choses bien pour la maintenance, pour la pérennité de mon investissement. Mais tiens, comment faire et auprès de qui, à qui faire appel? Et ça, c'est une grande difficulté pour un décideur immobilier. Je pense qu'on y reviendra un petit peu, ce problème d'écosystème. Et enfin, évidemment, des marges de ROI. On promet des bâtiments qui sont smart, oui, mais pourquoi faire? Et donc, pour valoriser comment mon actif. Donc, c'est à ces 3 questions-là qu'on cherche humblement à répondre avec notre label, qui est là pour donner un peu un signe de confiance et un signe de reconnaissance des actifs les mieux dotés en matière de qualité numérique et donc en grande partie en termes d'interopérabilité. Et en termes de notation, ça donne quoi? Parce qu'on connaît tous le label énergie ABCD. En termes de labellisation Et en termes de labellisation, on a défini 4 niveaux, Certified, Silver, Gold et Platinum, qui permettent de distinguer les actifs les uns par rapport aux autres. Très bien, ok. Donc on va aller, j'allais dire, du plus haut niveau, sans aucun jugement de valeur, jusqu'au plus bas, à savoir les équipements. Et donc au milieu, on a le gestionnaire, l'intégrateur. Est-ce que Francis, vous pouvez nous développer un peu plus le métier? Effectivement, aucun jugement de valeur. L'aspect interopérabilité, label, etc., c'est un sujet en devenir, on va dire. Il y a, selon Gartner, près de 10 000 acteurs qui créent énormément de confusion, et le manque de lisibilité, de normes, d'interopérabilité, quelque part, fait qu'on a besoin d'un intégrateur pour rendre les choses plus fluides, parce que quand on arrive dans un bâtiment, tous les bâtiments ne sont pas récents, il y a un actif, il y a des assets qui sont là, donc on doit récupérer des caméras, des capteurs, des trucs qui sont déjà embarqués depuis longtemps, avec des normes et des standards qui sont parfois assez exotiques, et on doit y intégrer des choses modernes, nouvelles, pour in fine bâtir ce que le client demande, quoi. La solution qui est demandée. Donc ce rôle d'intégrateur, il joue à plein. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la compréhension du business du client, c'est-à-dire qu'est-ce que le client veut faire in fine, récupérer un existant, y coller du nouveau. Et donc il y a toute une série de technos que nous on embarque, qui pour certaines sont propriétaires et qui sont les plus ouvertes possibles pour aller capter les données de tous ces objets dont on a besoin, et in fine d'aller manipuler la data, parce qu'on revient toujours au même sujet, c'est bien, on a des devices, c'est un IoT, un senseur, un capteur, une tablette, ou que sais-je encore, et il y a beaucoup de données à manipuler. Donc le rôle d'un intégrateur, c'est de rendre la vie du client un peu plus facile. Ok, vous facilitez l'intégration donc des produits. Tout à fait. Donc, allez-y. Ouais, donc au-delà, plutôt que de parler vraiment de produits, des types de produits qu'on fait et tout, je pense pas que c'est le plus intéressant. Pour nous, le plus important aujourd'hui, c'est l'interopérabilité. C'est vraiment de garantir que le matériel est soit compatible entre eux, c'est-à-dire qu'un capteur puisse communiquer directement avec un actionneur pour ouvrir une fenêtre automatiquement, pour faire de l'aération ou ce genre de choses. Donc déjà, cette interopérabilité de produit à produit, mais aussi l'interopérabilité de ces capteurs et de ces actionneurs avec les infrastructures du bâtiment. Et c'est essentiel parce que, comme le disait Francis, on peut se retrouver dans des bâtiments où il y a des normes différentes, avec
plein de protocoles différents, qui soient radio, qui soient filaires. Et c'est extrêmement complexe à gérer pour l'intégrateur et pour l'exploitant du bâtiment. Donc nous, notre combat, quand on a créé Nodon il y a 10 ans, c'est de proposer du matériel qui est garanti interopérable. Alors il y a différentes normes, malheureusement il n'y en a pas qu'une, mais à la rigueur c'est pas trop grave, à partir du moment où c'est borné, on le sait. Donc il y a différentes normes dans le bâtiment. Donc nous on est plus sur la partie radio, sur tout ce qui est sans fil, capteur et actionneur sans fil. Et c'est de garantir vraiment que ces objets puissent remonter la donnée au niveau du bâtiment. Donc il y a un label qui existe d'ailleurs là-dessus, qui s'appelle le label R2S. Je ne sais pas si tu connais Frédéric, on pourra en parler. C'est vraiment un label qui définit les différentes strates du bâtiment pour garantir son interopérabilité. Donc on vient séparer le matériel, les accessoires, l'infrastructure, les services. Et en fait, ces strates, elles sont interchangeables. C'est-à-dire que demain, on veut changer le matériel, on veut changer les équipements, l'infrastructure elle reste la même. On veut changer les services, on peut réutiliser la même infrastructure. Et là, on peut vraiment faire des économies d'échelle, parce qu'on a pu installer, par exemple, des équipements pour piloter l'éclairage, avec un ticket d'entrée qui est peut-être un peu fort. Mais si demain, on veut piloter les chauffages ou les volets roulants, on n'a pas besoin de recréer toute cette infrastructure, parce qu'on est resté dans ce fameux référentiel, avec des strates qui sont standards et qui sont interopérables les unes avec les autres. Donc nous, aujourd'hui, les enjeux, c'est vraiment de s'inscrire dans ce type de label pour permettre au bâtiment d'être le plus flexible possible et de faire des économies d'échelle à chaque fois qu'on vient rajouter un service intelligent ou connecté au niveau du bâtiment, que ce soit de la gestion de parties communes, que ce soit du flex office ou différents types d'applications. Ok. Merci. Donc ça, c'est pour planter le décor, j'allais dire, avec des informations assez générales. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la définition, et notamment avec des cas concrets. C'est ce qui permet aussi de comprendre où est-ce qu'on en est, où est-ce que ces technologies et ces solutions nous emmènent de façon très, très usagée. Je vais demander à Frédéric et Francis de nous préciser 2 cas, un sur la foncière, un sur l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre expérience, vos retours d'expérience sur ces cas d'usage ? Oui, alors sur le cas d'usage foncière, peut-être si je suis celui qui commence, en fait, il faut bien se représenter qu'une foncière, donc une foncière, c'est une société qui détient des actifs et a pour objectif de les louer et de faire rentrer du loyer, puis à terme qui a une politique de transaction, donc d'arbitrage, qui vend ses immeubles et qui en achète d'autres, etc. En fait, la problématique d'une foncière, tout comme les promoteurs qui peuvent travailler pour cette société-là, c'est de se dire très bien, en fait, quand je suis dans mon cycle de développement, quand j'investis dans mon immeuble, j'ai un certain nombre de choix à faire, de dépenses à faire, notamment en matière de technologie embarquée. Je vais faire le choix du système qui va me gérer tous les équipements techniques de mon immeuble. Je vais faire plein d'investissements et de choix en matière justement de différentes applications. Et moi, foncière, moi, directeur de programme, j'ai aucune compétence en matière de technologie, a priori. J'ai fait le STP en général, j'ai une formation, je connais tout sur le béton et la structure, mais par contre la technologie, j'ai aucune sensibilisation à ça. Et alors même que je vais manipuler des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros parfois sur ces sujets-là. Donc c'est très difficile de s'y retrouver, et surtout, ce qui est le point de départ pour ces gens-là, c'est de comprendre un peu le so what. Je vois bien qu'il y a tout un écosystème hyper dynamique. Je vois bien que le numérique, ça transforme tous les pans de l'économie. Donc il y a bien quelque chose à faire sur mon actif immobilier. Mais comment je vais pouvoir, en fait, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi ? Comment je vais pouvoir le valoriser auprès de mon utilisateur à moi, mon locataire ? Comment je vais pouvoir, du coup, y trouver une valeur, y trouver un intérêt ? Et effectivement, il y a cette deuxième question un peu sous-jacente. En tant que gestionnaire d'un patrimoine, comment je fais en sorte que mes choix soient les plus pérennes possibles ? Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'interopérabilité et d'objets qui sont compatibles avec un maximum de standards. C'est que l'objet que j'achète à un instant T, idéalement, je vais pouvoir le réutiliser à chaque fois que je vais avoir une intervention à faire sur mon actif, quand je déplace une cloison ou quand je change mon système de gestion technique, mais que je suis bien content de garder un certain nombre de devices. Ça, c'est ce qui est très difficile aujourd'hui. Encore une fois, je me mets dans les baskets d'une foncière. Ce que j'ai en tête, c'est que pour changer quelque chose en matière de techno, de gestion de mes équipements techniques, ne serait-ce que ça, en fait, il faut que je me rachète une GTB. Je me rachète tout le système parce que dans mon imaginaire à moi, en fait, je suis dans une politique où je rénove tout d'un coup. Donc ça, c'est un des enjeux pour la foncière, c'est de comprendre comment investir bien, investir pour longtemps
Et puis surtout, à court terme, comment ça trouve un écho auprès des utilisateurs finaux. Francis? Alors, je pense que la question, c'était effectivement sur un cas qui est l'hôpital. J'aurais pu prendre celui des aéroports. On équipe 64 aéroports dans le monde, dont, je ne sais pas si vous connaissez AENA, qui est l'ADP espagnol ou d'Amérique du Sud, où on fait quelque part quelque chose d'assez équivalent à ce que je vais vous expliquer. Il y a juste l'usage qui est différent et la finalité qui est évidemment différente entre un aéroport et un hôpital. Pour l'hôpital, on a déployé des solutions il y a quelque temps déjà, où typiquement, vous savez que, par exemple, un hélicoptère est en train d'arriver avec un blessé sur le toit de l'hôpital dans 3 minutes. Donc il faut aller faire en sorte que l'ascenseur arrive au dernier étage, que les portes restent ouvertes, qu'on débloque l'alarme du toit, qu'on arrête la clim pour pas que les pales de l'hélicoptère salissent la climatisation, qu'on fasse monter la température du couloir uniquement du dernier étage pour pas que les autres patients aient froid, que l'on bip le ou les médecins compétents, qu'on bloque le bloc opératoire, qu'on réserve la chambre, et puis comme tout doit se terminer de la même manière, ça reste aussi une question d'argent. Donc on ouvre le dossier patient, on commence la facturation. Donc c'est toute cette chaîne qui est complètement intégrée entre le besoin métier, les applications métiers et le pilotage intelligent du bâtiment et de toutes ces fonctions que l'on va adapter à toutes ces circonstances. C'est-à-dire que, donc là, on voit bien celui très pragmatique et très pratique d'ailleurs pour l'hôpital. Je vais vous expliquer qu'on fait la même chose pour les aéroports où on a 1400 personnes à peu près qui font du développement d'applications mobiles. Donc on a une application mobile, comme c'est nous qui gérons les horaires de décollage des avions et les panneaux d'affichage et les bandes d'enregistrement et les tapis roulants avec des senseurs, des capteurs, etc. Du coup, on sait que le voyageur arrive à telle heure, que du coup il est à la bourre, donc il faut lui indiquer sur son portable le chemin le plus court pour arriver à sa porte d'embarquement, ou au contraire, on peut lui pousser un peu de pub pour aller dépenser son argent dans le duty free, etc. Donc, en fonction, et pour nous, c'est le même métier. C'est ça qui peut peut-être vous paraître surprenant, c'est qu'on a une infrastructure logicielle, une plateforme hébergée dans nos data centers ou dans du cloud public. On reviendra peut-être sur les aspects data privacy et compliance et souveraineté de la donnée. Mais donc, c'est la même plateforme. On va simplement développer un cas d'usage qui est différent avec des capteurs, des senseurs, des devices qui sont différents. Et comme je vous disais tout à l'heure, on doit gérer 10 millions de devices. On n'est plus à un près qui est... je vais m'arrêter là, mais encore un autre cas d'usage dans le domaine du bâtiment de bureau, où, si j'ai encore une seconde, par exemple, on va mettre, comme on gère des tablettes pour les salles de réunion, on sait à quelle heure la salle a été utilisée ou pas, et ben on sait de dire au personnel de ménage, aujourd'hui, ce n'est pas la peine que vous soyez 3, 2 va suffire, et ce n'est pas la peine de passer dans tel couloir, et ils sont guidés par leur smartphone, et on sait par exemple, plutôt que de dire sur un tableau blanc les horaires de passage, et ben on a des, excusez-moi, il n'est pas encore l'heure du repas, mais des capteurs durés, des capteurs sur les portes, qui disent venez plutôt maintenant, plutôt que de venir bêtement dans 1 heure alors que ça n'a pas servi. Et donc toute cette intelligence, toute la donnée embarquée, c'est le métier de l'intégrateur que de développer ces cas d'usage. Voilà. Ok, cas d'usage, on voit très vite les services qui sont associés. Thomas, on parlait de services et de référentiels dans ce domaine-là. C'est bien le référentiel R2S qui était nommé tout à l'heure et qui vient de la Smart Building Alliance. Oui, tout à fait. Donc la Smart Building Alliance, qui est une organisation qui est née en France, mais qui aujourd'hui va au-delà des frontières françaises, qui est là pour essayer de définir un peu les bonnes pratiques autour du bâtiment connecté. Pas que d'ailleurs, parce qu'en fait on se rend compte que bâtiment connecté, c'est aussi logement, c'est aussi bureau. Enfin, on se rend compte que les technos sont assez transverses aujourd'hui. Et ce qu'on fait dans la maison connectée, dans le bâtiment connecté, est transposable dans le bâtiment connecté et transposable
tout ce qui est flex office. Donc la SBA effectivement est là pour définir un peu tout ça, et elle a défini ce fameux référentiel, donc R2S, qui signifie Ready to Services, où l'idée c'est vraiment ce que Francis expliquait, c'est de pouvoir exploiter au maximum les cas d'usage avec des équipements qui sont dans le bâtiment et qui savent causer les uns avec les autres. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, l'intérêt c'est vraiment de rationaliser les infrastructures et pas d'avoir 15 infrastructures qui coexistent. Pendant que Francis parlait, je m'amusais à regarder un peu tous les capteurs dans la salle de réunion. Et voilà, je pense qu'ici, on est dans un bâtiment, vous allez avoir un capteur d'une marque qui a besoin d'une infra pour remonter les données, puis un capteur d'une autre marque qui a besoin de sa propre infra aussi. Donc déjà, on mutualise rien du tout. On a deux infras qui sont quasiment les mêmes, mais qui ne sont pas interopérables. Et donc, chacun fait un peu sa sauce. C'est remonter tout ça après au niveau d'une GTB ou d'un cloud. Donc là, après, on peut faire une interopérabilité, mais en gros, d'un point de vue infrastructure, on a payé 2 fois ou 3 fois le prix. Donc c'est justement pour éviter ça que le référentiel Ready to Service, il est là, pour définir des strates qui permettent de rationaliser au maximum les infrastructures, parce qu'on fasse de la captation de qualité de l'air, de la captation de température, de contrôle de chauffage ou quoi que ce soit, les infras, c'est toujours les mêmes. Et c'est important justement d'utiliser l'interopérabilité pour pouvoir les mutualiser. Alors, on est passé, j'allais dire, des infras justement au cas d'usage, des cas d'usage aux services, des services, et on l'a évoqué tout à l'heure avec Francis. Francis, on va peut-être pouvoir y revenir, aux données. Quelles sont ces plateformes aujourd'hui qui nous permettent de collecter ces données et de les gérer? Alors, je ne sais pas si la question est pour moi ou pas. Oui, oui. D'accord. Alors, il n'y a pas une plateforme. Encore une fois, je pense qu'il faut s'intéresser d'abord aux clients et à l'usage. Et la donnée est certainement la chose la plus sensible aujourd'hui. Il y a des aspects de sécurité, je ne sais pas si on y reviendra, mais qui sont absolument essentiels. On est dans une situation, j'oserais presque dire, assez dramatique aujourd'hui, pour des raisons aussi géopolitiques. Les Américains ont considéré cet été qu'un acte de piraterie serait maintenant considéré comme un acte de guerre, ce qui fait que les Russes, parce que ça vient beaucoup de là-bas, maintenant s'intéressent beaucoup plus à l'Europe qu'ils le faisaient avant. Donc tous les objets connectés sont maintenant une porte d'entrée pour des actes de piraterie, et on connecte tellement d'objets et de données personnelles et de données de santé. Comme nous, on met en place par exemple des solutions de prise de température et de reconnaissance faciale, d'ailleurs avec ou sans masque. Il y a derrière des données personnelles. Donc l'interopérabilité finalement, c'est bien si quelque chose se met en place. On sait la gérer sur des plateformes, pour revenir à votre question. Et ces plateformes, la vraie question est de savoir, en fonction de la donnée que je collecte, est-ce que je dois la mettre dans du cloud privé, dans du cloud public, bâtir une solution hybride pour aller mettre ça dans quelque chose qui soit peut-être pas souverain, mais à minima hyper sécurisé. Je le rappelle et je vous invite à prendre la parole si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas, levez la main et allez-y. Vous pouvez monter et vous lever et parler au micro. C'est parce que en fait la conférence est en replay derrière, et si en fait on ne parle pas dans le micro, ça ne sera pas. Bonjour, on a tous entendu parler de SolarWinds. Comment vous avez géré ceci? Du moins, quels sont les impacts dans la société? Comment vous avez réagi? Nous, en l'occurrence, on est un acteur depuis quand même pas mal de temps du cloud, avec nos propres infras, comme je disais tout à l'heure, avec un grand nombre de data centers partout en Europe. On en a 2 en France, etc. Et ce qu'on appelle un SOC, un Security Operating System. Donc on a à peu près ce qu'il faut pour piloter ce genre de situation. Maintenant, il n'y a pas de solution miracle pour répondre à des attaques. On a vu aux États-Unis ce qui s'était passé sur leur pipeline cet été, qui était pourtant, paraît-il, à peu près sécurisé. Bon, il n'y a pas de solution. Sauf à ségréguer les données et de faire en sorte que ce qui est
vraiment sensibles soient complètement isolés dans des clouds privés, hyper sécurisés, et qui soient surtout, je sais pas le terme en français, mais compliant, enfin, avec les lois et les règles européennes aussi. Parce qu'il y a aussi cet aspect, sur les aspects de sécurité, où le Cloud Act, je ne sais pas si ça parle à certains, mais fait que, en gros, les services américains, les autres ne se privent pas non plus, hein, mais peuvent accéder à peu près n'importe quoi à partir du moment où c'est dans un data center américain. Donc c'est un vrai enjeu sociétal, un vrai enjeu politique de souveraineté, et que je dois reconnaître, parce que par ailleurs je préside une association qui s'appelle Eurocloud, qui réunit à peu près tous les acteurs du cloud en Europe et en France. Donc il y a les grands méchants étrangers, là, je n'aimerais pas. Et puis il y a des gentils Français et Européens. Donc comme je représente des acteurs du cloud en France et en Europe, je ne peux pas prendre de parti, mais n'empêche que ça serait quand même bien que les Européens et la France fassent en sorte de mettre en œuvre concrètement ce qu'ils disent. Parce que vous avez vu les accords avec certaines entreprises françaises, voire partiellement détenues par le gouvernement, et qui passent des accords avec des acteurs étrangers. Donc c'est assez incohérent avec cette notion de souveraineté numérique dont on parle un peu partout. Mais c'est malgré tout essentiel. Je ne sais pas si vous avez suivi Gaia X, donc, qui est cette alliance franco-germanique. Donc cet axe franco-allemand qui avait pour vocation, Gaia X, à rendre interopérables, parce qu'on est dans le sujet, les clouds, et qui se sont fait un peu infiltrer par tous les acteurs, en commençant par Alibaba et les autres. Bon. Donc on a un vrai sujet actuellement là-dessus. Donc mon conseil, c'est voir encore une fois le métier du client, sa stratégie, quelles sont les données critiques, et bien choisir où on les met. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question d'ailleurs. Ok. Concernant les usages, donc on les a vus, et puis les dangers qui tournent autour des usages, j'aime bien aussi qu'on parle business. Alors peut-être Thomas et Frédéric, quelques chiffres sur vos propres business, et alors que ce soit en nombre de projets, en nombre d'immeubles, en nombre de capteurs, en nombre d'euros, des chiffres pour donner un ordre d'idée. Je t'en prie, vas-y. Ne vous battez pas. Chiffres pour donner un ordre d'idée, c'est une question évidemment intéressante. La question qui se pose à nous et à nous tous, je pense, c'est effectivement comment faire en sorte que les démarches de bâtiments smart et interopérables prennent dans notre secteur à nous, qui est vraiment le secteur de l'immobilier, de la construction, et qui a un enjeu important. Et pour rebondir sur le propos juste avant, les enjeux de... Il y a plein de mots qui font un peu peur en ce moment, cybersécurité, protection des données, et qui sont des freins énormes pour la prise de décision, pour ce genre de sujet. Parce que très vite, je reviens à ma petite persona, je gère un budget de plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros parce que je développe un immeuble ou j'en gère un. J'y comprends pas grand-chose. Franchement, je vais pas trop m'embêter avec ces trucs-là qui font vachement peur, de cybersécurité, de... protection des données, etc. Donc ça, c'est un énorme frein au déploiement. Bref, donc d'où l'utilité de... c'est ce que disait Francis juste à l'instant, d'aider les décideurs à comprendre les sujets, puis à les saucissonner un petit peu en éléments qu'ils peuvent comprendre, en se disant, voilà, en fait, protection des données, typiquement dans un immeuble de bureau, en fait, on n'en manipule pas beaucoup des données personnelles, potentiellement vraiment assez peu. Et en fait, la notion de manipulation de données, ça se traite, quoi. Les données même sensibles pour les entreprises, voilà, c'est pas soumis forcément au RGPD, et tout ça se traite assez bien. Mais il faut dédramatiser un petit peu ces sujets. Pour revenir aux chiffres et au business, nous, nos indicateurs à nous, ils sont assez simples. J'ai parlé des immeubles qu'on a pu labelliser pour leur connectivité. Donc on n'est pas dans le smart, est-ce qu'on a bien accès à Internet et au réseau mobile dans un immeuble de bureau? On en a à 3000 ou maintenant, je pense, 3500 dans le monde, dans une dizaine de pays. Et donc ça continue à croître. Pour donner un indicateur plus proche de nous sur le marché du Grand Paris, pour
toutes les nouvelles opérations, donc les constructions, les rénovations qui font plus de 1000 m², donc où il y a clairement un intérêt pour ces labels. On a à peu près 60% des opérations qui font appel à notre label. Donc c'est jamais assez, mais voilà, c'est déjà un bon indicateur de traction. Pour les bâtiments smart, nous on pense que ça va représenter une petite frange de ce marché-là pour les mois qui viennent, les années qui viennent, parce que des gens qui sont prêts à se lancer dans une démarche un peu cohérente et à vraiment porter un projet un peu qu'un minimum d'ambition en matière de services numériques dans leur immeuble, on pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Vraiment, il y a encore beaucoup d'évangélisation à faire de notre point de vue sur le sujet. Donc on va essayer d'y contribuer autant que possible. Ce que fait la SBA est assez génial, parce que ça rassemble plein de monde pour parler de ce sujet du smart. Notre approche, elle est complètement compatible avec ce qui a été fait avec R2S, c'est-à-dire, pour faire simple, nous, analyser un actif immobilier, c'est s'assurer qu'on a un bon socle, et donc des bonnes fondations numériques. Donc là, c'est typiquement les sujets traités par R2S, et distinguer les immeubles aussi par les services qui rendent. Et ça, c'est là où on va un peu au-delà dans notre approche, c'est-à-dire faire la liste des fonctionnalités auxquelles un utilisateur a accès ou pas dans son immeuble. C'est le fameux so what dont je parlais. C'est ça qui va parler en fait potentiellement à un acquéreur ou à un locataire. Donc on pense que ça va représenter 20, peut-être 30% des mêmes immeubles qu'on labellise déjà. On s'attend à avoir une proportion à 5 fois inférieure pour les immeubles smart. On en a une centaine aujourd'hui après quelques mois de notre lancement commercial de ce nouveau label sur le smart qui s'appelle Smart Score. Et voilà, c'est un peu ça les indicateurs qu'on attend de voir. On espère que ça prendra plus vite que ce qu'on pense, mais il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Pour notre part, chez Nodon Altior, aujourd'hui, ce qui est notre métier, à savoir le bâtiment connecté interopérable, il y a un vrai marché, il est là, il existe, de toute façon, sinon on n'existerait tout simplement pas. Et sur les 3 métiers que sont ce qu'on appelle le smart building, le smart office et le smart home, et même dans la maison connectée. Alors la maison connectée peut être finalement ni plus ni moins qu'un bâtiment connecté avec plusieurs appartements connectés à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a un marché qui est là avec des gros acteurs de l'immobilier. D'ailleurs, un des plus gros promoteurs immobiliers français qui s'appelle Bouygues Immobilier aujourd'hui vend l'intégralité de ces logements dans un programme qui s'appelle FlexHome en utilisant des technologies Smart Home, Smart Building interopérables. C'est-à-dire que dans un même appartement fourni par Bouygues, vous allez trouver des équipements de différentes marques, parce que l'interopérabilité, c'est aussi ça, hein, c'est de prendre le meilleur de tous les mondes. Celui qui est très doué dans les vannes thermostatiques pour le chauffage, celui qui est très doué dans l'éclairage, très doué dans les capteurs. Donc aujourd'hui, ces bâtiments, ils existent. Ça représente plus de 10 000 logements par an, équipés avec du matériel interopérable et des capteurs et des actionneurs interopérables, remontés au niveau de plateforme pour proposer des services aux usagers et en utilisant ce fameux référentiel R2S. Donc c'est pas des normes, on se dit ça serait bien de faire ci, ça serait bien de faire ça. Tous les bâtiments ne le sont pas comme ça, évidemment, parce qu'il y a un historique qu'il faut gérer, mais il y a énormément aujourd'hui de programmes, que ce soit dans l'immobilier ou autres, qui sortent autour de ces référentiels avec une vraie volonté de proposer du matériel interopérable et des solutions interopérables pour toutes les bonnes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et surtout, de plus en plus, et ça c'est vraiment notre métier chez Altior et chez Nodon, autour de matériel sans fil, parce que ça a vraiment un intérêt dans la flexibilité. Alors dans la maison connectée, peut-être un peu moins, mais surtout dans le neuf, mais dans le bâtiment connecté, le smart building, notamment dans les plateaux de bureaux, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on estime qu'un bureau il est réagencé tous les ans, voire même plus maintenant avec les chartes de télétravail dans les différentes entreprises ou autres. Et donc c'est très important de pouvoir réagencer l'organisation des bureaux en fonction des besoins. Et l'utilisation de ces capteurs et de ces actionneurs au travers des technos sans fil et interopérables permet de remoduler hyper facilement une salle de réunion, déplacer des capteurs, en rajouter des nouveaux, pouvoir faire du pilotage d'éclairage
très fin en fonction de l'occupation des bureaux, par exemple, gérer du taux d'occupation des bureaux, gérer pendant les périodes, j'espère qu'il n'y en aura plus, mais de pandémie comme on a connu, des jauges au sein des bureaux ou des salles de réunion. Donc tout ça, ça peut être fait au travers de ces technos, de ces capteurs et des plateformes et des intégrateurs qui mettent en place ces usages, comme l'expliquait Francis. Donc c'est du concret, c'est maintenant que ça se passe. Et je pense que le foncier ou le bailleur social ou qui sais-je, qui lance un programme aujourd'hui dans de l'immobilier, qui ne se pose pas ces questions, je pense que c'est lui qui est dans le faux, plutôt que se dire qu'on a toujours fait comme ça et on continue de faire comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument considérer cette interopérabilité et ces notions de smart dans tout bâtiment. Juste je me permets de rebondir un petit peu sur la pertinence du sans fil notamment, pour fixer un peu les idées. Le parc de bâtiments, tout ce qui est neuf, construction, rénovation, ça représente 2% du parc. Hein. Donc le vrai sujet, le gros du gâteau, il est dans les immeubles qui existent déjà. Et donc il y a 98% du parc qui est à rendre smart potentiellement. Et donc c'est là qu'il y a vraiment un terrain de jeu assez intéressant qui est à aller chercher, qui pose d'autres enjeux de complexité, pratiques ou techniques, et en termes de budget. Mais c'est assez intéressant d'avoir ça en tête, parce que pour des stratégies smart d'une foncière ou d'un fournisseur de solutions, bah, évidemment, le monde de l'existant est hyper important. Enfin, je suis assez d'accord. De l'autre côté, on estime à 2050 2,5 milliards de personnes supplémentaires qui vont habiter dans les villes, c'est-à-dire 66% de la population mondiale, ou par croissance organique naturelle, on va dire, de la population, ou par migration vers les villes. Donc le parc actuel ne sera pas suffisant, donc il faut bien construire, et construire des immeubles intelligents, ça va nous occuper encore un peu, ça. Ok, pour nous occuper aussi, je pense qu'il y a quelques challenges, et ça sera la dernière partie de cette table ronde. J'aimerais qu'on parle à la fois des challenges de l'innovation et de l'excellence. Un challenge, c'est la sécurité, on l'a abordé tout à l'heure. Quid, Francis, est-ce que vous pouvez nous donner quelques inputs, informations sur justement cette approche sécurité, cybersécurité, respect des données? Alors, oui, je peux... Je vais essayer de ne pas paraphraser ce que j'ai déjà dit tout à l'heure là-dessus, mais il y a aussi un autre challenge qui est tout à fait d'actualité, qui est le retour au travail post-Covid, et comment on gère les nouvelles façons de travailler. Parce que finalement, c'est un peu lié aussi à ces questions de sécurité. Comment on fait quand on se déplace d'un environnement de travail à la maison au bureau avec les mêmes outils, sans forcément tout ce qu'il faut en termes de sécurité. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Non, l'aspect sécurité des devices, il y a certains langages de développement qui sont utilisés dans des objets connectés qui sont relativement sécurisés, mais qui sont tellement peu connus qu'il n'y a pas de développeurs ou pas suffisamment de développeurs qui les utilisent. Donc il n'y a malheureusement pas de solution aujourd'hui qui permettent de se prémunir contre le piratage, qui est certainement le grand mal des 10 prochaines années. Parce que, encore une fois, la solution sans doute la plus fiable en termes de sécurité, mais là j'ai des experts à côté qui pourront confirmer ou pas, c'est effectivement le sans fil et peut-être le Bluetooth, ou enfin les ondes courtes, parce que là il faut être dans le bâtiment pour pouvoir pirater, alors que tout ce qui est connecté par défaut, on peut y aller depuis la Chine beaucoup plus facilement. Donc c'est peut-être par des astuces finalement assez basiques et du bon sens qu'on arrivera à protéger nos données. Et l'aspect réglementaire, parce que évidemment les Européens se chargent d'y mettre de la réglementation. Je ne veux pas être pessimiste, mais ça ne va pas de toute façon régler le problème le temps que tout le monde s'aligne. Et de toute façon, toutes les backdoors ont déjà été repérées. Donc c'est un vrai sujet qui va nous occuper pendant assez longtemps. Oui. Ok, un autre challenge, Thomas, sur peut-être qui viennent des usagers?
Alors nous, dans notre monde, le gros challenge, c'est celui au niveau de l'interopérabilité, c'est le choix de la technologie et le choix du protocole. C'est vraiment aujourd'hui le challenge prioritaire parce qu'il faut que les protocoles pour qu'ils soient interopérables, il faut absolument qu'ils se comprennent. Et aujourd'hui, il y a énormément d'actions en cours autour de la définition de protocoles communs, mondiaux, avec des très gros acteurs. Alors souvent ils nous font un peu peur, ces très gros acteurs, mais bon, néanmoins ils ont l'avantage de pouvoir déplacer des masses et mettre tout le monde d'accord. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de discussions autour de ces très gros acteurs pour la définition d'un protocole commun qui devrait voir le jour l'année prochaine, basé sur des infrastructures IP, donc qui sont très connues déjà du monde de l'IT. Et en fait, sur tous ces challenges, que ce soit la définition des protocoles et même sur la sécurité, chez Nodon, en tout cas chez Altior, on croit beaucoup à la force des alliances. En fait, en se disant, c'est pas en faisant les choses tout seul dans notre coin, et surtout sur les aspects sécurité, qu'on va réussir à avoir les outils les plus robustes. J'aime bien prendre le parallèle souvent entre Linux et Windows. Windows, c'est un système propriétaire développé par des développeurs propriétaires. Linux, c'est la solution la plus open source qui existe. Pour autant, Linux, c'est pas une passoire numérique qui se fait hacker en permanence, et Windows, la solution la plus sécurisée qui soit. Donc en fait, c'est pas parce que quelque chose est public, c'est pas parce que quelque chose est open source qu'il devient plus facilement hackable ou quoi que ce soit. Justement, il y a plus de gens qui consacrent de l'énergie, il y a plus de développeurs qui y travaillent, donc il y a une intelligence collective qui fait que la sécurité est améliorée, l'expérience utilisateur est améliorée, et toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment pour moi des aspects très importants, et aujourd'hui je suis assez content de voir qu'il y a des très gros acteurs qui croient aussi en cette interopérabilité, notamment dans le monde du bâtiment où pendant très longtemps Schneider créait ses propres solutions, Legrand faisait ses propres solutions. Aujourd'hui, vous posez la question à Schneider Electric, vous posez la question à Legrand, vous posez la question à Somfy, vous posez la question à Hager, qui sont quand même des équipementiers de ces bâtiments. Ils utilisent tous des technologies interopérables. Et ils te disent, moi je veux que mes systèmes ils fonctionnent avec ceux de mon concurrent, parce qu'en fait, à la fin, c'est l'usager qui se retrouve avec les meilleures solutions. Et ça, aujourd'hui, les grands acteurs l'ont compris. Et il y a encore, quand nous, on a créé Nodon, c'était pas du tout le cas. Et c'est vrai que ça, c'est assez encourageant pour l'avenir. Et Frédéric, pour conclure l'expansion, le challenge? Ouais, alors plein de challenges, je pense, devant nous tous. On a parlé pas mal d'interopérabilité. Il y a un des gros challenges, c'est de faire matcher en fait tout cet écosystème du bâtiment intelligent, des providers de solutions qui comprennent très bien leur technologie, leur protocole, etc. Et un autre écosystème assez différent qui est celui de l'immobilier. C'est à ça qu'on veut servir. C'est un peu ce petit maillon qu'on veut être parmi plein d'autres organisations et plein d'autres entreprises. Mais ça, c'est un énorme challenge, vraiment. C'est de faire comprendre la chaîne de valeur de la construction de l'immobilier aussi à tout cet écosystème du smart, parce que c'est pas forcément le même capteur, on va pas le vendre à la même personne selon le type de bâtiment. Ça, c'est hyper important à avoir en tête. Quand on parle du client, déjà on se trompe en fait dans la construction, dans l'immobilier, parce qu'il y a plusieurs clients. Il y a celui qui occupe les lieux, donc dans le cas de l'hôpital, voilà, en général c'est un peu la même personne qui détient le lieu de l'hôpital et qui va l'opérer, l'occuper. Mais en fait, dans plein de bâtiments, c'est assez différent. Dans le monde de l'hôtel, il y a un asset manager qui va posséder l'actif, il y a un opérateur immobilier qui va être celui qui délivre le service hôtelier, etc. Il y a les prestataires de services qui, au sein de tout ça, délivrent un certain nombre de services en tant que sous-traitant ou prestataire. Et c'est pareil dans le bureau, et c'est pareil potentiellement dans le logement. Et tout ça, il faut bien le comprendre. Et ça, c'est un challenge en fait de un peu tous les jours de chacun des projets de smart qu'on peut avoir en tête. La première question d'un promoteur, c'est qu'est-ce que je dois acheter moi, et qu'est-ce que je laisse acheter à mon client investisseur, et qu'est-ce que je laisse acheter à mon client locataire. Voilà. Déjà, rien que pour répondre à cette question, ça m'occupe toute la journée, c'est assez sympa. Et moi, je vois peut-être deux autres challenges. Un qui est lié à la formation. Il nous manque plus de 10 000 ingénieurs par an, ce qui est quand même dommage parce que la France est le pays en Europe et même peut-être dans le monde qui pourrait développer un vrai centre d'excellence
sur le sujet qui est celui d'aujourd'hui, sur l'IoT, l'IA, etc. Vous avez vu l'annonce hier des 2,1 milliards sur le sujet de l'IA, suite au 1,8 milliard qui était par le plan Villani en 2018. Là, en parallèle, ils ont annoncé des investissements d'1,8 milliard. C'est avant les élections, c'est toujours plus facile. Sur le sujet IoT. Donc il y a des investissements, mais tant mieux parce que objectivement, d'abord dans les chiffres, on voit que c'est en France qui a maintenant le plus gros flux d'investissements, de start-up, etc. Devant l'Angleterre, c'est la France qui est numéro 1. Après, je ne vais pas faire de politique, mais on a à la tête de notre pays quelqu'un qui connaît le sujet et qui a toujours été un promoteur du numérique. Donc je pense que ça aide. Donc la formation, c'est un vrai sujet parce que les femmes, il n'y a pas de femmes. C'est un autre vrai challenge aussi. Et puis encore une fois, là, je pense qu'il faut faire plus collectivement, c'est pas que politique, mais collectivement, pour développer un vrai pôle d'excellence en France. On a l'énergie la moins chère, en tout cas certainement la plus fiable. Après, on aime ou on n'aime pas le nucléaire, c'est une autre histoire, mais en termes de qualité de service, c'est la meilleure qui soit. On a une infrastructure télécom la meilleure qui soit. On a les data centers, on a les ingénieurs, on a tout. Il manque de volonté politique. Voilà. Ok, merci déjà à vous trois d'être intervenus. Je vais vous demander de conclure en 30 secondes. Une anecdote, une pensée pour commencer la soirée ou une question potentiellement. Je vous laisse faire. Thomas. La preuve par l'usage, je dirais, c'est-à-dire de prouver à différents acteurs que le bâtiment smart interopérable, il existe en faisant des démonstrateurs, en prouvant que ça existe, en prouvant que ça marche. Et nous, on a toujours fait ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre, plutôt que de montrer 50 slides. Une bonne preuve par l'usage, ça fonctionne toujours très bien. Très bien, merci. Frédéric ? Moi, c'est pour partager une question qui m'a été posée par une cliente et qui me titille depuis plusieurs mois, que je vous livre aussi, comme ça vous réfléchirez avec moi. Pour la solution, on vous aidera. C'est celui de la sobriété énergétique, en fait. Parce que donc la question qui m'a été posée, c'est super, vos histoires de smart, j'y crois, c'est vers ça qu'il faut aller. Très certainement, on a plein de cas d'usage à développer. Vous allez nous aider à nous concentrer sur les principaux, pas à pas, etc. Mais est-ce que vous savez me faire la démonstration que tous ces capteurs, tous ces systèmes qu'on déploie, vous savez en faire l'empreinte carbone? Est-ce que vous savez dire si effectivement si ça creuse notre trou, à l'heure de la COP26 qui a lieu actuellement, ou est-ce que ça contribue à la solution? Et il faut absolument, évidemment, faire la démonstration que ça contribue à la solution. Ça, c'est un bon challenge, parce que ce n'est pas une question complètement simple d'un point de vue même méthodologique, mais c'est un vraiment bon challenge. Pour revenir à notre sujet bâtiment, les bâtiments, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Moins en France, parce qu'on a une énergie qui est très, très décarbonée, enfin l'électricité est très décarbonée, mais dans le monde, c'est 40%. Donc, c'est là que ça va se faire, en fait. Voilà. Merci. Francis, 30 secondes de conclusion. Sacré challenge, j'en ai pas. J'ai pas de conclusion particulière, autre que il faut penser utilisateur final, usage. C'est le meilleur moyen d'embarquer les clients, et rien de plus à ajouter. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci.